On a beaucoup parlé du Venezuela, de l'Iran. Et là, on va parler de Cuba. Parce que c'est la merde à Cuba. Et que Trump, il est en train d'affamer les Cubains. Donc, mettez des commentaires et poussez la vidéo. Parce que souvent, à l'international, les gens, ils s'en battent les couilles. Alors que c'est genre ultra important. Et il y a besoin d'une solidarité internationale puissante avec Cuba. Parce qu'ils sont en train de se faire complètement affamer et asphyxier. Donc, mettez des likes, des commentaires. N'hésitez pas. Bonjour YouTube. Dites bonjour YouTube dans le chat là. Bonjour YouTube. Coucou YouTube. Bonjour. En ce moment, Cuba traverse une crise humanitaire sans précédent. Pour vous refaire un petit peu la séquence, Trump, il a enlevé Maduro. Après, son pote Marco Rubio, là, qui est ministre des Affaires étrangères, je crois, un truc comme ça, était en mode le prochain, c'est Cuba, parce que lui-même, il est cubain de Miami. Et donc, voilà, c'est un Cubain en droitard qui bande sur le fait d'affamer la population cubaine, quoi, globalement, jusqu'à récupérer l'île et en faire une colonie, une république bananière, un petit peu en faire son vassal comme Cuba. Le kidnapping de Maduro et la mise sous tutelle du Venezuela a encouragé énormément les États-Unis à en profiter pour s'emparer de Cuba, parce qu'en fait, ça a été la privation du coup des derniers liens de solidarité économique que Cuba avait dans la région. Cuba et le Venezuela fonctionnaient beaucoup en tandem. Et là, maintenant qu'il n'y a plus le Venezuela, du coup, voilà. Et pendant ce temps, t'as tout ce qui se passe en Iran qui attire énormément notre attention et sur lequel il faut beaucoup vraiment s'intéresser. Franchement, suivez tout ça. Mais du coup, passe un petit peu à la trappe la question cubaine, puisque vu que l'Amérique latine, c'est toujours considéré comme un petit peu le précaré des États-Unis, du coup, l'Europe a tendance à parler gauchiste parce qu'on est des gauchistes, mais l'Europe a souvent tendance à s'en intéresser, alors que c'est très important. Il y a une petite vidéo d'Arte qui fait un topo. Je vous propose qu'on la regarde ensemble. Et après, il y a un article de Contretemps. Il n'y a pas genre une tonne de vies qui viennent d'arriver à Cuba. Justement, aujourd'hui est arrivée une flottille d'aide humanitaire depuis le Mexique. C'est pour ça qu'on va parler de tout ça, de la crise grave dans laquelle les États-Unis ont plongé Cuba et de l'élan de solidarité internationale qui est en train de se mettre en place et qui a besoin d'être soutenu. Donald Trump, l'homme qui redessine la carte du monde. Le président américain ne s'en cache pas, il aimerait mettre la main sur le Groenland et pourquoi pas sur le Canada. Il a neutralisé Nicolás Maduro au Venezuela, décapité le régime des Mollahs en Iran. Alors non, du coup, décapité oui, mais bon, du coup c'est un poulet sans tête, quoi, il continue de courir. Décapité, non, le régime est toujours en place. La présentation, moi les gens, je me méfie des gens qui présentent Trump comme cette espèce de truc tout puissant, où finalement, et on en parlait hier, je sais pas si c'est toujours la Francky 20 centimes, mais on en parlait hier du truc là de, quand tu parles des relations internationales, le risque c'est de finir par parler que de Trump et d'en faire une espèce de figure toute puissante, ou d'essayer de décortiquer ce qui se passe dans son cerveau, d'essayer de découvrir, de comprendre sa psychologie, son truc comme ça, etc. Et finalement, on ne fait que parler de Trump et on lui prête parfois même plus de pouvoir qu'il n'en a réellement, ou alors on le présente comme plus bête qu'il ne l'est réellement. Tu vois, souvent il y a un petit peu ce truc-là où on sait jamais doser en fait, avec que faire de Trump du coup. Et justement, je trouve que ce cadrage en mode Trump tout puissant qui décapite le régime des mollahs, etc. Non, pas du tout. Là, Trump, en conférence de presse, il a dit d'une minute à l'autre, on a gagné en Iran, mais quand même le détroit d'Ormuz est bloqué, mais en fait non, on a gagné, et en fait aidez-nous à débloquer le détroit d'Ormuz, et en fait non, le détroit d'Ormuz il est pas bloqué, et en fait on va envahir l'Iran, et en fait on va pas envahir l'Iran, et en fait on a gagné, et en fait c'est compliqué. Genre il a littéralement fait une conférence de presse, il y a Sanabi qui a fait un short là-dessus, il a fait une conférence de presse où chaque minute il disait un truc différent et opposé. This is the best sequence of events. Friday's press gaggle, barely exaggerated. At 12:03 p.m., President Trump told reporters he wanted a ceasefire with Iran. À 12h03, il dit que il veut un cessez-le-feu en Iran. At 12:05, he declared victory. À 12h05, il déclare la victoire. At 12:07, he announced he was sending Marines. Il annonce qu'il envoie des marines. At 12:08, he said no boots on the Il dit qu'il ground. n'envoie pas de troupes au sol. At 12:11, he said he did not want a ceasefire. Il dit qu'il veut pas de cessez-le-feu. At 12:16, he declared victory again. Il déclare de nouveau la victoire. At 12:17, he asked for a Il ceasefire. demande un cessez-le-feu. At 12:23, he told NATO they Il dit were que l'OTAN cowards. il dit que l'OTAN sont des couards. Sont des lâches, pardon. 29, he said Iran was begging for a ceasefire. Il dit que l'Iran supplie pour un cessez-le-feu. 31, he said everything was Il dit perfect. que tout va bien. At 12:36, he said $500 oil was a good Il dit thing. que $500 le baril de pétrole, c'était une bonne chose. At 12:37, he demanded Iran Il open demande the que Hormuz. l'Iran At ouvre Hormuz. 12:39, he said Hormuz was never closed. Le détroit d'Ormuz n'a jamais été fermé. At
at 12:41, he said the U.S. was not at war with Il dit Iran. que les États-Unis sont pas en guerre avec l'Iran. At 12:42, he declared victory in Iran. Il déclare la victoire en Iran. Did you hear the next thing though? We've had some developments since this. Where now it appears that we may jointly operate Hormuz. Yeah. Well, sorry, you're wrong. Pentagon weighs the Oui, et vote. entre-temps, ils disent en fait, on a proposé à l'Iran de gérer le détroit d'Ormuz ensemble. L'Iran qui est en mode bah non. Non, c'est nous qui gérons, c'est pas toi. Donc bref, donc ils sont complètement enlisés en Iran. Mais en même temps, ils ouvrent un nouveau front à Cuba. Un front qu'ils espèrent leur coûter moins cher, avec l'espoir d'avoir une victoire beaucoup plus rapide sur l'asphyxie d'une île qui, on va pas se mentir, est moins riche que l'Iran, même si l'Iran est quand même un pays assez pauvre. Cuba, en termes de ressources, est beaucoup plus démuni que l'Iran là-dessus, quoi. J'avoue, j'ai tendance à penser qu'il sait très bien ce qu'il fait, mais c'est aussi peut-être le surestimer. En fait, il sait ce qu'il fait vis-à-vis du droit international et des règles que jusqu'ici les États-Unis devaient un petit peu s'efforcer de contourner, mais aussi le fait de dire tout et son contraire. On peut lier ça à sa démence, mais on peut trouver que l'effet que ça a, involontaire ou volontaire, je sais pas, ça dépend ce qu'on en fait, hein. La volonté, c'est ce que t'en fais derrière, hein. C'est pas forcément ce que tu pensais avant de le sortir de ta bouche. C'est ça, c'est de flood with shit, c'est ça, d'inonder de merde le débat pour que les gens soient tellement, déboussolés qu'il n'ait même plus de point à partir duquel s'opposer et que tout devienne tellement flou qu'en fait il n'y a même plus de levier d'opposition particulier à tout ce qu'ils font. Et donc là-dessus, la sénilité de Trump peut être assez pratique, tout comme il peut passer facilement pour sénile alors qu'en fait il se fout de la gueule de tout le monde et qu'en fait lui son but c'est de détruire tous les leviers possibles d'opposition à la toute-puissance des États-Unis. C'est ce que fait Israël aussi, vous me direz, hein. Mais bref, pardon, reprenons. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans son viseur, un ennemi historique des États-Unis, Cuba. On pourrait arriver à une prise de contrôle pacifique de Cuba. Prise de contrôle pacifique, ça veut dire on affame tout le monde et puis après on les bombarde. C'est ça une prise de contrôle pacifique. 27 février 2026, à la veille des frappes américaines sur l'Iran, une opération de contrôle en mer tourne au bain de sang. Une embarcation rapide est interceptée par des gardes-côtes cubains. L'équipage fait feu avant d'être maîtrisé. L'opération se solde par 4 morts et 6 arrestations. Le commando possédait un véritable arsenal exhibé à la télévision d'État cubaine. Ça, c'est une dinguerie. Quand même, ils se sont dit, on a envie de conquérir Cuba. Et si on faisait un débarquement? Vas-y, go viser la baie des Cochons. Il s'est jamais rien passé de problématique pour les États-Unis dans la baie des Cochons. C'est vraiment, ils se sont dit, vas-y, on va envoyer des gens avec un arsenal militaire pour Cuba. Ah oui, parce que ça a bien fonctionné les dernières fois que vous avez essayé de faire ça. Ça a pas du tout renforcé le pouvoir cubain derrière. Bon bref. Après, perso, je rejoins l'analyse de Mearsheimer. Oui, il fait des très bonnes analyses, Mearsheimer, là-dessus. La politique étrangère américaine a été hijack par les lobbies pro-Israël aux USA. C'est pourquoi la strate de la guerre en Iran est catastrophique pour eux si on est purement réel politique. Oui, Mearsheimer, il a vraiment une analyse sur l'influence israélienne comme influence claire, mais aussi parce que Israël, c'est ceux qui ont qui ont les intérêts les plus clairs et affirmés et pensés dans la région. Donc là-dessus, en effet, je suis assez d'accord sur la question de l'influence israélienne. Sur l'Amérique latine, je suis pas exactement du même avis. Hein. C'est pas Israël qui pousse les États-Unis à décapiter le Venezuela et à vouloir prendre Cuba. Hein. Mais oui, là-dessus, je trouve que c'est intéressant en tout cas ce qu'il raconte Mearsheimer là-dessus. L'intention de ce groupe était de s'infiltrer, de semer le trouble parmi la population, d'encourager les gens à se joindre à eux, de commettre des actes violents, de rallier la population afin de renverser la révolution. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire en Amérique latine? Bah, on va faire une guérilla, on va envoyer des contras, on va envoyer des milices contras. Le retour des milices contras, c'est terrible. Une opération rocambolesque dont on ne saura certainement jamais les détails. Mais si, ce sera déclassifié un de ces quatre, on aura une vidéo de Tao Khan qui va nous en parler et qui va tout nous expliquer, oh là là. En ce moment, pour le dire gentiment, Cuba est un pays en faillite. Ils ont de très gros problèmes, comme vous le savez. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien en ce moment, mais ils parlent avec nous. Bah, c'est vraiment le truc cynique de ils sont tellement affamés, on va tellement les affamer qu'ils vont se rendre naturellement. Bon, évidemment, ça n'arrive jamais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais bref. Cette nouvelle lubie présidentielle ne doit rien au hasard. Depuis l'intervention américaine au Venezuela, Cuba a perdu Nicolás Maduro, son dernier véritable allié, le seul en mesure d'atténuer l'impact de l'embargo américain que les Cubains subissent depuis plus de 60 ans. Ça, c'est vrai que, et c'est le sens de l'article de Contretemps qu'on va lire après ensemble, là pour l'instant le truc Arte c'est un topo général, mais c'est vrai que Cuba se retrouve isolée comme elle ne l'a jamais été
À l'époque de l'URSS, évidemment, tu avais un lien économique entre Cuba et l'URSS, etc. La chute de l'URSS a fait qu'ils se sont retrouvés un petit peu sans rien. Pareil avec la Chine, où Mao avait un soutien beaucoup plus actif à Cuba, là où Deng Xiaoping et même aujourd'hui Xi Jinping sont un petit peu plus en mode oui, bon, transformez votre économie de marché, puis on en reparlera. Et le Venezuela, c'était leur dernier allié un petit peu fort. Et encore dans les années au début de l'embargo sur le Venezuela, etc., Cuba s'était un peu déjà retrouvé en mode ah merde, du coup, on est un petit peu le seul pôle révolutionnaire dans le coin, quoi. Du coup, Cuba se retrouve isolée comme elle ne l'a jamais été sur la scène internationale. Afin de s'assurer d'asphyxier totalement l'économie cubaine, Donald Trump a aussi menacé tout pays qui livrerait du pétrole à Cuba. Le blocus est désormais hermétique. Donc voilà, donc c'est en mode sanction, mais un peu comme c'est le modèle finalement de l'embargo sur l'Iran, tu vois, mais c'est en mode si vous faites du bise avec Cuba sur leur filet du pétrole, on va vous sanctionner, etc. Donc c'est l'usage habituel, parce qu'on parle beaucoup, encore une fois, on parle beaucoup de la guerre sous l'angle des conflits armés, etc. Mais le blocus est une forme d'arme de guerre, alors une arme de guerre soft, mais c'est une façon d'affamer la population, ce qui est, in fine, un but de guerre qui est de plus en plus répandu dans les guerres modernes, quoi. Toucher la population en espérant que ça crée une telle déstabilisation du régime qu'il se soumette de lui-même, ou alors qu'il soit suffisamment faible pour se faire renverser par, etc., etc. C'est le truc classique de l'embargo, du blocus, etc. Et on sait que ça ne fonctionne pas, parce que du coup, en fait, les gens, ils savent qu'ils te mettent sous blocus, et du coup, ça crée un ennemi commun. Dans les rues de la Havane, les belles américaines des années 50 ont donc laissé la place au vélo et même aux calèches. Depuis le début de l'année, l'île est à sec, plus de carburant et donc plus beaucoup d'énergie. Il y a un rationnement total en carburant, il y a eu un immense temps. Déjà que le carburant, c'était déjà assez cher à Cuba, mais là, c'est encore pire, quoi. Pour l'eau potable ou pour l'électricité, les coupures sont souvent plus longues que les moments pendant lesquels ces ressources de base sont disponibles. La nourriture deviendra rare si les camions qui la transportent ne peuvent plus rouler. La ville va vraiment se retrouver dans le besoin. Donc ça, c'est que déjà via la logistique ou du coup l'acheminement en nourriture, parce que Cuba n'est pas autosuffisant, mais Cuba a sa propre production agricole. Et c'était le but d'ailleurs de la réforme agraire cubaine menée par le Che, je crois, à l'époque. C'était de permettre que Cuba ait un maximum d'autonomie par rapport à ses ressources agricoles. Mais là, du coup, évidemment, si tu touches la possibilité même d'une logistique, en fait, tu peux très bien produire de la nourriture, mais en fait, elle n'arrivera pas aux consommateurs, quoi. Et c'est sans parler, évidemment, de l'approvisionnement extérieur en nourriture, etc. La crise, elle est escalée depuis les années 90 et elle s'est grandement intensifiée depuis, le Covid, 2, les deux administrations Trump et 3, une réforme monétaire qui Et c'est intéressant qu'elle parle des deux administrations Trump, parce que la guerre larvée contre Cuba ne date pas des volontés récentes de Marco Rubio. Ça fait un moment que les États-Unis, depuis que Trump est au pouvoir globalement, il a regardé du côté de Cuba en mode oui, depuis 2019 au moins, quoi. Donc c'est une guerre larvée qui est de longue date, et c'est pour ça que c'est, et puis encore une fois, qui est de longue date de l'histoire de l'Empire américain aussi. Obama avait repris les relations commerciales avec Cuba et ça avait rendu fou Trump. Oui, et à la même période où il avait sanctionné le Venezuela, je crois le pari d'Obama, mais l'article de Contretemps en parle, donc je vais pas trop spoiler. Il me semble que le pari d'Obama, c'était on ouvre les relations commerciales avec Cuba, pendant ce temps on asphyxie le Venezuela, et comme ça, on essaie de ramener Cuba dans l'escarcelle un petit peu nord-américaine, et on coupe le Venezuela de sa capacité à soutenir une économie révolutionnaire. C'était un petit peu le pari d'Obama, il me semble. Et du coup, Trump a fait. Trump était en mode. Trump, il s'est ramené, il a dit sinon, on les asphyxie tous les deux. Mais ça, c'est de faire Cuba un nouveau Porto Rico. là, le coup de grâce, c'est effectivement la chute de Maduro et Donald Trump qui coupe le robinet de pétrole à destination de Cuba. Même pour un peuple cubain habitué aux sanctions, à l'inflation, aux pénuries d'énergie, le choc est terrible. Les prix alimentaires ne cessent de grimper. 89% des habitants de l'île vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, selon l'Observatoire cubain des droits de l'homme. 89%. Et surtout, je ne sais pas s'ils vont en parler dans la vidéo, mais la crise de l'énergie qu'il y a du coup à Cuba menace directement la vie de tous les nouveau-nés qui sont sous assistance artificielle, notamment les bébés prématurés, les trucs comme ça, mais tous les vieux aussi qui sont sous respirateur, etc. Oui, il y a déjà des gens sous respirateur qui sont morts dans un hôpital et tout, donc c'est aussi là, Trump a tué des gens
gens dans les hôpitaux à Cuba. Je veux dire, c'est quoi la différence entre ça et tuer des gens directement d'une balle dans la tête, quoi. Genre, à part que c'est indirect et que tu vois pas trop c'est qui, bah non, c'est les résultats directs de la décision de Trump de jouer avec la vie de gens malades, etc. Sachant que la médecine à Cuba est quand même connue pour être une médecine de qualité, un système de santé qui s'est affairé à tenir malgré tous les blocus, malgré tous les trucs, etc. Enfin, c'est voilà quoi. Le siège est considéré comme un crime de guerre aujourd'hui, mais oui, c'est. Les traitements médicaux commencent à manquer. Les autorités sont incapables d'enrayer des épidémies de dengue et de chikungunya qui ont touché des dizaines de milliers de personnes fin 2025. Oui, parce qu'en plus, t'as les maladies tropicales spécifiques. L'île risque de plonger dans une crise humanitaire profonde. Non, Cuba est dans une crise humanitaire profonde. Ce blocus persiste et ses conséquences humanitaires s'aggravent véritablement de jour en jour. Dans la campagne, c'est déjà très peu d'électricité. J'y étais l'année dernière, on avait max 3 heures d'électricité par jour et sans savoir quand. Et à la Havane, c'était environ 3 heures sans électricité par jour. Oui, c'est ça, il y avait déjà. Les Cubains étaient déjà habitués aux coupures régulières d'électricité. Mais là, c'est encore pire, quoi. Genre, Je vais être très clair. Le risque pour la vie des gens n'a rien de rhétorique. Notez un truc aussi, vous voyez les images à la Havane, c'est racialement divers. Regardez la communauté cubaine en Floride qui est anti-Castro, tous blancs. Oui, en effet. Enfin, alors blanc métis. Mais oui, c'est-à-dire que vous voyez pas beaucoup de noirs parmi la population et parmi le lobby des exilés cubains à Miami. Alors qu'il y en a beaucoup des noirs à Cuba. Oui, des gusanos, oui. Privé de ses alliés, le régime cubain est totalement impuissant à redresser la barre. Seule bouffée d'oxygène, quelques navires humanitaires envoyés par le Mexique arrivent au compte-gouttes pour aider les plus vulnérables à survivre. Et c'est ça, c'est que voilà, ils pensaient avoir décapité la solidarité internationale en privant Cuba du Venezuela, mais la grande Claudia Sheinbaum, presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum a acheminé l'aide humanitaire en direction de Cuba pour sauver les Cubains des honteux blocus de Trump. Oui, mais heureusement qu'il y a le Mexique, les gens, heureusement. Et c'est pas pour rien que Trump fait un pressing de dingue sur le Mexique aussi. C'est que la guerre, c'est aussi vieux que la doctrine Monroe, mais la guerre centenaire que mènent les États-Unis contre la gauche aux États-Unis, c'est une guerre centenaire contre la possibilité d'un développement régional latino-américain. L'origine des théories de la dépendance en relations internationales, vas-y, je vais revenir sur mes théories des relations internationales, mais la théorie de la dépendance, qui est une des bases fondamentales des pensées décoloniales, tout simplement, vient de cette analyse-là, de la guerre éternelle que mènent les États-Unis contre la possibilité que l'Amérique latine s'organise de façon régionale et mette en place des chaînes de production et de solidarité régionale. En fait, que l'Amérique latine ne soit plus finalement le vassal d'un empire, que ce soit du coup les empires européens ou l'empire états-unien. Le plus gros gang mexicain qui fait la guerre au gouvernement en ce moment a littéralement été entraîné à Fort Bragg, le QG des forces spéciales américaines. Oui, de fou. C'est le gang contre lequel là il y a une opération militaire conjointe entre les États-Unis et le Mexique récemment contre un gang mexicain. Et en effet, c'était un gang qui avait été entraîné à la base par les États-Unis, mais parce que les États-Unis, Fort Bragg, c'est littéralement l'endroit où ils entraînent les gens où ils entraînent des trucs, des milices en fait paramilitaires, etc. Et après, une fois qu'ils sont lâchés dans la nature, ils ont des armes, ils ont de la puissance et ils ont des camarades. Du coup, ils font un gang, quoi. Et en fait, la plupart des cartels mexicains, évidemment, la question de la drogue au Mexique est plus compliquée que ça, etc. Mais leurs armes, elles viennent des États-Unis à la base. Miguel Díaz-Canel, président de la République de Cuba depuis 2019, et Raúl Castro, toujours très influent, subissent la pression maximale de Washington. Le régime cubain tremble devant Donald Trump. Mais quel intérêt au final pour le président américain ? La logique électoraliste, une grande partie des Cubains américains votent pour le Parti républicain et ils forment un socle important pour Donald Trump. Et puis également le repli sur les Amériques, sur l'hémisphère occidental. Donc l'idée qu'on pourrait amener les régimes considérés comme hostiles finalement à disparaître ou au moins à devenir beaucoup plus favorables ou carrément contrôlés par les États-Unis. Oui, l'enjeu électoraliste. Encore une fois, tu vois, interroger les raisons des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas besoin de raisons pour en vouloir à Cuba. Ils le font tous les 10 ans, quoi. Genre, tous les 10 ans, les États-Unis essayent de percer un trou dans Cuba pour y faire ce qu'ils veulent. Donc le côté électoraliste avec les Cubains de Miami, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça ? Oui, c'est une promesse de Marco Rubio, c'est leur obsession. Mais
c'est aussi voilà, moi je vois plutôt le truc de on se recentre sur le continent américain pour en faire notre petite zone économique, et la zone économique sous Trump c'est une zone dictatoriale impériale, et sous Obama c'est une zone de tourisme libéral et en mode c'est Puerto Rico quoi. Donc c'est juste que l'impérialisme n'a pas les mêmes couleurs en fonction du degré d'autoritarisme et de dictature qu'il y a dans l'État impérial, tu vois. Donc oui, évidemment, l'impérialisme d'Obama ne ressemble pas à celui à Trump, mais la volonté de rapprochement d'Obama, c'était aussi une volonté de remettre Cuba dans le giron et dans l'escarcelle nord-américaine, encore une fois. Donc bon. Lui-même d'origine cubaine et farouchement anticommuniste, Marco Rubio est personnellement impliqué dans ce dossier. Donald Trump a même plaisanté sur le fait que le chef de la diplomatie américaine ferait un bon président de Cuba. Aux États-Unis comme ailleurs, les réfugiés politiques cubains, eux, voient dans cette période une opportunité unique de libérer Cuba de la dictature. Je crois que nous devons saisir cette opportunité. Nous devons être pragmatiques et tenter d'imposer une transition vers la démocratie. Qu'est-ce qu'ils sont cons, franchement. Entre eux et les Iraniens, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Franchement, les gens en exil, à un moment, il va falloir stop. Va falloir arrêter de croire que les États-Unis, c'est vos potes et que ça va permettre une transition pacifique vers la démocratie. Non, ça va juste affamer votre famille, en fait. Alors, je sais pas, vous avez encore de la famille à Cuba, peut-être? En fait, ils vont mourir, c'est tout. Ah oui, il y a les Vénézuéliens aussi. Dans les exilés, en règle générale, c'est compliqué. En plus, souvent, ils se présentent comme exilés politiques, alors que souvent, c'est pas forcément le cas et tout. Enfin bref, il y a toujours des trucs où parfois, juste par la vertu de leur exil, ils peuvent se présenter comme des victimes absolues, alors que, oui, il y en a. Alors, il y en a qui sont en exil parce qu'ils sont menacés de prison, de trucs comme ça, ils peuvent pas revenir sur le territoire, mais il y a beaucoup d'exilés qui se présentent comme d'immenses victimes, qui se sont barrés pour des raisons économiques, qui sont pas, je ne les nie pas, c'est, voilà, tu vois, mais qui ne sont pas en danger de mort. Ils réalisent pas que le sous-développement de leur pays d'origine est le revers du développement de l'Occident. Mais oui, parce qu'ils sont anticommunistes. Donc forcément, par définition, ils peuvent pas avoir ça. Raison économique, bourgeois qui ont soutenu Batista. Mais ou alors propriétaires terriens qui se sont fait exproprier. Et après, qui font ouin, ils font n'importe quoi sur nos terres, etc. C'est tout quoi. Les Cubains, on se dit, ils ont pas de la famille à Cuba encore si. Je sais pas, je pense qu'il doit y en avoir. J'imagine qu'il doit y avoir une tante qui est restée, tu vois. Je sais pas. J'avoue, j'en sais rien. Mais généralement, quand tu vis en exil, tu gardes des liens. Il y en a qui n'ont absolument aucun lien avec leur pays d'origine, mais souvent tu gardes des liens avec le pays d'origine. Mais tu as même des gens qui sont en exil et qui font des allers-retours réguliers avec leur. Enfin, qui sont en exil, qui sont à l'étranger, quoi, du coup, qui font des allers-retours réguliers dans leur pays d'origine. J'ai un pote cubain, sa famille se fait torturer par le Che, donc ouais, il aime pas le régime et sous-estime pas les avantages des idées communistes. Les avantages des idées communistes qu'on a en France. Oui, mais après, encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas de victimes du régime cubain. Genre, j'avais un prof d'espagnol, je parle tout le temps de mon prof d'espagnol à Sciences Po, qui, dès qu'il a pris sa retraite, il a disparu des radars, personne ne savait où il est passé. Mais genre, il était encore flippé dans le métro de croiser, il s'était enfui. Lui, c'était un artiste, c'était un dramaturge. Et il avait réussi à s'enfuir, etc. Il n'a pas été envoyé en prison, mais il était sous surveillance, etc. Il est encore flippé dans le métro à l'idée que la personne qui soit en face de lui soit un agent du régime et qu'il vienne le récupérer. Alors évidemment, ça n'arrive pas, tranquille, ça va, c'est bon. Mais ça crée, ça bouscule ta vie, quoi, c'est clair. En tant que peuple, nous avons droit à une vie dans la dignité, le droit aussi de vivre en démocratie. C'est ce que je souhaite. Je trouve préférer la démocratie au fait que les gens aient à bouffer. C'est bizarre, mais bon, c'est préoccupation du Nord, problème de first world problem, comme on dit. Cependant, Donald Trump n'a pas totalement les mains libres pour un éventuel deal sur un changement de régime à Cuba. Une loi historique encadre en effet ce genre de négociations. Pour qu'il y ait des négociations effectives avec les États-Unis, ça va être soumis à une libéralisation de l'économie cubaine, une transition démocratique. C'est notamment ce qui est décidé par la loi Torricelli, votée en 92. Oui, mais encore une fois, ça, c'est l'héritage du libéralisme triomphant états-unien. C'était la tentative d'Obama en libéralisant en ouvrant progressivement le blocus et en faisant affluer de plus en plus de dollars sur l'île, etc. Ça ne tient plus avec Trump. Genre, Trump, il s'en bat les couilles de la loi historique il faudrait... Tout l'édifice libéral impérialiste est effondré sous Trump. Oui, tout comme Trump devait faire voter le Congrès avant d'entrer en guerre contre l'Iran. Oui, ils s'en battent les couilles. Mais c'est une façon de renvoyer la faute aux Cubains. C'est une façon de dire ok, d'accord, on les a pilonnés, mais c'était un peu la faute des Cubains qui n'ont pas fait une démocratie. On aurait pu négocier s'ils avaient fait une démocratie. Mais non, ça fonctionne pas comme ça en fait. Négocier, intervenir, y compris militairement, ou laisser pourrir la situation
toutes les options sont sur la table et le sort des 8 millions de Cubains dépend plus que jamais de l'imprévisible président américain. Avec l'ombre de Trump qui plane sur Cuba. Du coup, et donc dans Contretemps, il y a un article du coup qui s'appelle Solitude de Cuba, qui revient beaucoup plus profondément sur les origines de cette crise à Cuba, les liens, alors les trucs entre Cuba et le Venezuela, on en a déjà un petit peu parlé, mais ça approfondit un peu plus le truc. Et donc voilà, donc Solitude de Cuba. Donc l'asphyxie à laquelle les États-Unis soumettent Cuba depuis plus de 6 décennies connaît une escalade dramatique depuis le kidnapping de Maduro. Dans la foulée, Trump a annoncé la mise en place d'un véritable blocus, donc ça c'est le truc qu'on a déjà vu. Dans cet article, Iramis Rosique, chercheur à l'Institut cubain de philosophie, enseignant à l'Université de la Havane et membre de la rédaction de la revue indépendante en ligne La Tissa, analyse la signification de cette passivité et avertit sur les conséquences dévastatrices à l'échelle mondiale pour l'ensemble des forces qui contestent l'ordre existant. Le 29 janvier, le président états-unien Donald Trump a déclaré l'urgence nationale par un décret qualifiant Cuba de menace extraordinaire et inhabituelle pour les États-Unis. Celles et ceux qui ont la mémoire longue se souviendront que ce sont précisément les mots utilisés par Barack Obama en 2015 pour déclarer que le Venezuela était devenu une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. C'est marrant ça, le truc, le parallèle entre Trump et Obama. Comme quoi, on a beau dire il y a une rupture de stratégie, on va dire, entre Trump et Obama, mais les mots et les prétextes restent les mêmes, quoi. Les décrets de Trump et d'Obama ont tous les deux invoqué la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale de 1977, en vertu de laquelle le président états-unien est autorisé à établir de nouvelles réglementations sur le commerce international, à geler les actifs ou à imposer des sanctions chaque fois qu'une urgence nationale est déclarée en raison de menaces inhabituelles et extraordinaires provenant de l'étranger. C'est hyper intéressant cette loi, retenez-la. Je vous parlais tout à l'heure du blocus comme arme de guerre. Cette loi notamment, c'est ce qui permet justement d'utiliser le blocus comme arme de guerre. Parce que du coup, en quoi Cuba menace les États-Unis ? Je cherche encore à voir. Parce que c'est une menace existentielle qui est des gens de gauche en Amérique latine, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, donc c'est vraiment, on a tout cet appareil de justification de la guerre économique qui est là pour le coup bien ancré dans une bonne... Les lois quand même, c'est pratique pour justifier de faire des trucs illégaux. Donc comme l'a admis Trump lui-même, il n'y a pas si longtemps, il ne reste plus grand-chose à ajouter en termes de sanctions à l'encontre de Cuba. Mais c'est comme pour l'Iran, ils ont déjà sanctionné au maximum, ils ne peuvent pas plus sanctionner, du coup ils sont en mode merde, qu'est-ce qu'on fait quoi. Il y a une phrase intéressante par rapport à ça, la seule menace de Cuba, c'est l'exemple qu'elle donne. C'est un petit peu le fond de cet article. C'est un petit peu le message final de l'article. La pression économique exercée par le gouvernement américain sur l'île est inégalée. Dès 2007, le Government Accountability Office, GAO, l'agence d'État états-unienne, notait que le blocus contre Cuba était l'ensemble des sanctions le plus complet jamais imposé à un pays. N'oublions pas qu'en 2007, les 243 mesures coercitives unilatérales supplémentaires que Trump a ajoutées à ce système punitif au cours de son dernier mandat. Donc déjà en 2007, c'était les plus grosses sanctions jamais posées. Et en plus de ça, Trump, il en a rajouté 243. Oui, non, mais franchement, les Cubains, ils ont une résilience de malade. En d'autres termes, une grande partie de ce qui pouvait être accompli par la déclaration d'urgence du 29 janvier l'a déjà été. Alors pourquoi maintenant ? Le blocus, on le sait, consiste en un enchevêtrement dense de mesures qui pèsent structurellement sur l'économie cubaine. Cependant, son application se heurte à des limites que Cuba attendait d'exploiter autour des 3 dernières décennies pour survivre. En gros, donc, le blocus, il y a plusieurs règles, etc. Et Cuba, pour continuer de vivre et pour contourner le blocus, essaye de passer entre les mailles de ces règles et être un peu en mode « Ah non, mais ça, par contre, on a le droit, donc on va l'utiliser ». Par exemple, malgré le caractère extraterritorial de la loi Helms-Burton, il n'est pas si facile pour les États-Unis de sanctionner une compagnie pétrolière mexicaine ou une banque française pour avoir entretenu des relations commerciales avec Cuba. S'attaquer à des entreprises de pays tiers, bien que cela ait été fait à plusieurs reprises, est souvent un casse-tête diplomatique et juridique qui se termine généralement devant les tribunaux internationaux ou conduit à des litiges contentieux au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Ça, c'est un autre truc intéressant. Ça montre que quand Trump met des sanctions sur un pays et que l'Europe dit « Ah, le pays est sous sanction, on peut pas faire de commerce avec », c'est faux. On pourrait très bien si on en avait la volonté. Mais on n'en a juste pas la volonté parce qu'on est d'accord avec les buts stratégiques des États-Unis et qu'on est d'accord avec l'impérialisme états-unien et qu'on est heureux d'en être les vassaux. Dans le nouveau contexte, l'exécutif américain peut imposer des sanctions à des étrangers pour des raisons de sécurité nationale, ce qui est beaucoup plus difficile à contester devant les tribunaux internationaux. Si on ajoute à cette agression accrue le fait que l'actuelle administration états-unienne se caractérise par un recours systématique à la pression et au chantage et qu'elle a avoué son mépris total pour le droit international, on aboutit à la mesure qui accompagne cette nouvelle urgence nationale. Trump a prévenu que tout pays qui viendrait ou fournirait du carburant à Cuba s'exposerait à des taxes douanières de rétorsion de la part des États-Unis. Et encore une fois, je rappelle que la dernière fois que les États-Unis ont voulu menacer l'Europe de taxes douanières de rétorsion, etc., c'est uniquement parce qu'on a tendu notre putain de cul que ça a fonctionné. C'est aussi que tout le dispositif US n'était pas appliqué dans sa totalité depuis Clinton. Il y avait eu une certaine détente depuis 98. Des entreprises US pouvaient vendre à Cuba, visa moins galère. Oui, il y avait aussi ça. Il y avait aussi que s'opposer à Cuba, dans les années 90, ça commençait à devenir un peu obsolète, quoi. Bon, il n'y a plus l'URSS, c'était fini, quoi. Ce n'est peut-être que le début des nombreuses mesures douloureuses qui, comme
Xavier Claron l'a annoncé il y a un an, je sais pas c'est qui, ont été conçues spécifiquement pour Cuba. À elle seule, elle laisse très peu de marge de manœuvre aux pays qui voudraient d'une manière ou d'une autre venir en aide à Cuba et équivaut de fait à un blocus de l'approvisionnement en carburant qui pourrait bien se transformer en blocus naval à ses fins ou à d'autres. Que peut-on attendre de la Russie et de la Chine? Russie et la Chine qui sont historiquement des alliés de Cuba. C'est plus tant des alliés que ça en fait. Dans de nombreux secteurs de la gauche latino-américaine et au-delà, l'espoir persiste de voir la Russie et la Chine freiner les États-Unis dans leur confrontation avec Cuba. La Chine n'a pas fait grand-chose pour le Venezuela, donc bon, c'est pas pour Cuba qu'ils vont changer. Il y a toutefois quelques bonnes raisons de penser qu'il s'agit d'un souvenir romancé de la guerre froide, et dans une certaine mesure un souvenir inexact, étant donné que, sous couvert de coexistence pacifique, l'URSS et les États-Unis ont à plusieurs reprises fermé les yeux sur les atrocités commises par l'un ou par l'autre. Oui, parce que même pendant la guerre froide, bon, l'URSS, c'était bien pratique d'avoir une base avancée pas loin des États-Unis avec Cuba. Cuba, c'était bien pratique pour avoir de l'approvisionnement en matière industrielle, matières premières, etc. Mais bon, à part ça, c'était pas non plus les meilleurs potes, quoi. Néanmoins, cette fois-ci, il n'est pas du tout déraisonnable de se tourner vers la Russie ou la Chine, puisque compte tenu de la reconfiguration du siège autour de Cuba, de tous les alliés de l'île, seuls ces deux pays pourraient l'affronter ou l'atténuer. Donc en gros, si la Russie et la Chine font rien, globalement, personne ne peut rien faire. La Russie ne serait pas touchée par les nouveaux droits de douane car elle est déjà soumise à de lourdes sanctions états-uniennes et européennes, tandis que la Chine, comme elle l'a déjà démontré, dispose d'une grande marge de manœuvre pour répondre à toute menace tarifaire. Ouais, mais la Chine en ce moment, ils sont un peu dans une crise de production, donc compliqué. La question est de savoir si elle est réellement intéressée ou disposée à prendre le risque qu'implique l'aide à Cuba. Cuba est un atout ambivalent. D'une part, elle a une valeur géostratégique reconnue depuis l'époque des corsaires et de la piraterie en tant que clé du golfe du Mexique. Si nous transposons ce truisme à la géopolitique du XXIe siècle, Cuba pourrait éventuellement devenir pour la Chine ou la Russie un porte-avions insubmersible à 9 miles des côtes américaines ou un avant-poste pour d'autres types d'opérations comme l'URSS l'avait compris dans les années 1960. Et ça, encore une fois, t'es en mode, le problème c'est que si on parle purement de géopolitique, c'est-à-dire la géographie politique, la géographie internationale, etc., et de ce qu'elle implique d'intérêts stratégiques et d'intérêts objectifs, en fait, déjà pour la Chine, avoir des bases militaires, ça fait pas partie de sa doctrine militaire. D'avoir des bases militaires autour des États-Unis, etc., de faire comme les États-Unis font avec la mer de Chine, ça fait pas trop partie de la doctrine militaire chinoise. Et surtout, c'est un peu désuet, quoi. C'est-à-dire que oui, c'était intéressant pour l'URSS d'avoir Cuba comme base avancée pour poursuivre l'entreprise de conquête communiste de l'Amérique latine. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'entreprise de conquête russe de l'Amérique latine? Genre, en fait, c'est des trucs qui sont complètement obsolètes, j'ai l'impression, dans le logiciel. Voilà, quoi. Le problème, c'est que les USA pensent que la Chine pense l'hégémonie comme eux, alors non. Bah oui, la Chine n'a pas du tout le même rapport à l'hégémonie. Elle pourrait également être un centre de projection économique. Ça, pour la Chine, c'est plus intéressant. Et ça correspond davantage à la réalité des relations internationales au XXIe siècle, quoi. Qui a trouvé en Cuba un allié et un État stable qui fait ses preuves. D'un autre côté, la Russie et la Chine semblent frustrées par le bilan de la gestion économique de la Havane et procèdent à leur propre évaluation des risques politico-économiques de leur action à l'égard de Cuba. Donc ils sont en mode, en vrai, Cuba, c'est pratique pour accéder au marché latino-américain, mais en même temps, dernièrement, ils n'étaient pas en très bonne santé économique. Bah oui, tu m'étonnes. La politique étrangère chinoise est brutalement pragmatique. Elle n'est pas aussi idéologique que celle de l'URSS ou de la Chine de Mao, sans parler de celle de Cuba. À cet égard, l'immense dette de Cuba envers la Chine, en particulier envers des créanciers privés, pèse lourdement sur les relations bilatérales. Bah oui, la Chine, elle a pas d'alliés, elle a que des créanciers, et du coup, Cuba, ils sont déjà sacrément endettés envers la Chine. Ah oui, des débiteurs, pardon, pas des créanciers, t'as raison. Ils n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des débiteurs. Pendant des années, la Chine et la Russie ont insisté pour que Cuba réalise le type de réforme de marché du modèle socialiste qu'elle-même ou le Vietnam ont entrepris il y a plusieurs décennies. Inversement, lorsque les communistes cubains ont tenté de mener leurs propres réformes, ils ont souvent insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une histoire différente, sans rapport avec ce qui avait été fait en Asie. Il convient également de rappeler que dans les années 1980, les Cubains ont sévèrement critiqué les réformes chinoises pour leurs conséquences politiques et sociales. Donc voilà, autre aspect, c'est que sur l'aspect purement idéologique, en vrai, la Chine et la Russie sont un peu en mode, faites une réforme de marché, et Cuba, ils sont pas fans de la réforme de marché qu'a mis en place la Chine. Et ils ont beaucoup critiqué, du coup, même sur l'aspect de conforme-toi à mon modèle politique et économique, c'est pas sûr, quoi. À cet égard, Cuba a été le pays le plus systématiquement anticapitaliste du monde. Les concessions inévitablement douloureuses mises à part, des concessions dictées par la nécessité de survivre et de sauver le projet révolutionnaire Cuba dans un océan d'hostilité toujours plus vaste, y compris de la part de tous les variants de la gauche mainstream ou sectaire, la méfiance et même l'aversion pour le capitalisme. Donc voilà, donc ça c'est mis à part les concessions douloureuses dictées par la nécessité de survivre, donc notamment l'ouverture partielle au dollar, au tourisme, etc. Donc c'est ça. La méfiance et même l'aversion pour le capitalisme ont constitué la veine la plus profonde et la plus durable de l'idéologie de la révolution cubaine. Rien de tout cela n'est peut-être décisif, mais cela pèse tant sur les mesures que les pays ayant certaines traditions politiques peuvent prendre à l'égard de Cuba que sur ce que Cuba peut accepter. En fait, ils sont trop anticapitalistes pour faire certaines concessions. Mais en fait, c'est là, tu vois, le truc de la phrase que tu disais tout à l'heure de le danger existentiel de Cuba pour les États-Unis, c'est l'exemple que représente Cuba. C'est un petit peu la posture dans laquelle Cuba est resté finalement au fur et à mesure du temps, quoi. Ils sont trop basés pour eux-mêmes, oui, c'est ça. Tu ne demandes pas au Che de prendre sa carte OPS. En cette année 2026, on peut raisonnablement
simplement dire que cette première tentative des Cubains de réformer leur modèle socialiste a échoué. La réforme du socialisme à visage cubain, version un peu plus libéralisée, bon, c'est mort. 2026, c'est mort. Si la Chine estime que le gouvernement cubain est incapable de réformer son économie et que les fonds financiers et autres ressources fournies à Cuba s'évaporent dans un marasme d'inefficacité bureaucratique sans générer de retour, elle ne s'engagera jamais pleinement dans le redressement de Cuba et encore moins dans le salut de l'île. Donc en gros, la Chine propose ce que propose le FMI en fait. Faites une réforme structurelle, comme ça vous pouvez rembourser la dette. Et c'est là que l'impérialisme chinois ressemble un petit peu à des similarités, on va dire, parce que c'est un impérialisme économique, et tout impérialisme économique se base sur la dette. Et donc évidemment que la Chine, ils sont en mode, bah, vous avez déjà une sacrée dette et on veut un retour sur investissement quand on vous file de la thune, donc modernisez votre économie, comme ça on veut notre retour sur investissement en fait, on veut pas que l'argent il se perde. La Chine ne finance pas des causes à perte, et cela ne relève pas de raisons idéologiques. Ou peut-être que si, le pragmatisme politique est aussi une idéologie. D'autre part, il faut dire que la Chine, bien qu'étant l'un des principaux alliés de Cuba, s'est toujours montrée extrêmement prudente dans le cadre des sanctions imposées à l'île par les États-Unis. Pour le pragmatisme chinois, l'ascension de la Chine au rang de première puissance mondiale est et restera une priorité absolue. Donc la Chine ne va pas mettre en danger sa possibilité de devenir la première puissance mondiale pour les belles miches de Cuba. Genre, non merci, les cigares sont très très bons, mais nous on est concentré sur notre empire. Et voilà, c'est l'empire du milieu quoi. Si un trop grand soutien à Cuba accroît l'hostilité des États-Unis à l'égard de la Chine et compromet les plans stratégiques de la Chine, alors la solidarité de la Chine à l'égard de Cuba devra attendre. C'est la Chine et il en a toujours été ainsi en ce qui concerne Cuba. En tout état de cause, la Chine n'est pas un pays producteur mais un importateur de pétrole. De sorte que toute aide qu'elle pourra apporter à Cuba pour contrer le blocus des carburants devrait se concentrer sur d'autres types de solutions systémiques, comme la fourniture de panneaux solaires, un marché dominé par l'aide. Donc voilà, donc c'est même le blocus de pétrole, la Chine ne va pas envoyer du pétrole à Cuba, mais par contre ils peuvent envoyer des panneaux solaires, des trucs comme ça, mais c'est pas sur le pétrole. Donc en fait, ça implique aussi une plus grande mainmise aussi de la Chine sur la bifurcation du modèle énergétique aussi à Cuba. La Russie, quant à elle, est un pays producteur d'énergie carbonée ainsi qu'une puissance militaire. Toutefois, nous avons déjà assisté à un épisode au cours duquel un navire battant pavillon russe et transportant du pétrole brut vénézuélien a été saisi par les États-Unis sans que la Russie ne prenne de mesures en conséquence. Donc globalement, la Russie s'est déjà fait saisir un bateau pétrolier par les États-Unis et ils n'ont pas répliqué, donc on voit pas pourquoi sur Cuba ce serait différent. Et encore une fois, la Russie a d'autres chats à fouetter entre l'Ukraine et bon, peut-être l'Iran, on verra. Il est vrai que la Russie pourrait envoyer à Cuba des pétroliers protégés par la marine russe, mais plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans le calcul de la Russie. Cuba a également une dette importante envers la Russie et n'a pas cédé aux réformes économiques suggérées par les Russes. Donc pareil, ils n'ont pas fait les bonnes réformes, ils sont encore endettés, du coup la Russie ils sont en mode comme la Chine, tu vois, genre bah non désolé, en fait on veut un retour sur investissement. Elle n'est pas non plus un état client. De fait, Cuba a été très ferme dans la protection de son pouvoir de décision autonome et dans l'établissement d'alliances et la conduite de négociations avec des pays grands et petits, puissants ou vulnérables, sans compromettre l'indépendance ou la souveraineté de l'île. D'autre part, le Kremlin et la Maison Blanche flirtent clairement sur la question de la guerre en Ukraine. Tout acte russe en faveur de Cuba serait perçu comme un défi par les États-Unis et pourrait compromettre la partialité évidente de Trump à l'égard de Poutine. Donc globalement, si Poutine commence à aider Cuba, bah Trump il va commencer à dire je vais peut-être aider Zelensky alors s'il me fait chier comme ça. Donc voilà. Ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est que évidemment on vous dit arrêtez de penser selon des logiques de guerre froide, la guerre froide est finie, mais il y a des mécanismes de guerre froide qui sont encore en place. Il y a des mécanismes, alors évidemment c'est pas le bloc contre bloc avec les pays non alignés, on verra qui se les partagent, mais il y a quand même cette logique-là il y a une guerre larvée sur laquelle on peut appuyer par des proxys et des alliés, l'Ukraine, Cuba, le Venezuela, l'Iran, etc. Donc tu as cette guerre larvée qu'il faut absolument pas attiser frontalement entre les États-Unis et la Russie, mais par contre tu as des leviers à certains endroits où, ici sur l'Ukraine, ici sur Cuba, etc. Et donc, tu as des intérêts un peu indirects, quoi. C'est ça, il reste des rapports de force, mais on n'est pas dans la logique de guerre froide, de bloc contre bloc. C'est des rapports de force qui sont beaucoup plus mouvants et beaucoup plus évolutifs avec le temps. Tel est le tableau de la relation bilatérale que Cuba entretient depuis longtemps avec la Russie et la Chine. Il explique pourquoi, depuis longtemps, l'aide que la Chine et la Russie ont apportée à Cuba s'apparente davantage à une réanimation cardio-pulmonaire qu'à un traitement global visant la guérison. Chaque fois que la situation à Cuba atteint un point de rupture, elles envoient un bateau avec du gaz ou du pétrole, font un don de riz ou accordent un petit prêt à perte. Mais depuis des années, il n'y a pas eu de grand flux d'investissement en provenance de ces pays, alors que c'est ce que dont Cuba a besoin pour sortir de la crise. C'est d'autant plus surprenant si l'on compare par exemple les investissements de la Chine à Cuba avec ceux réalisés dans d'autres pays d'Amérique centrale. Donc d'autant plus surprenant que la Chine investit beaucoup plus dans le reste de l'Amérique centrale qu'à Cuba et que la Chine est un peu en mode oui bon Cuba on verra plus tard. Enfin, il existe un facteur politique important qui pourrait inciter Pékin et le Kremlin à agir avec une grande prudence, à savoir la stabilité du pouvoir d'État. Le seul État au monde stable, cohérent, responsable et véritablement engagé dans une alternative économique au bloc occidental dirigé par les États-Unis est Cuba, encore dirigé par les leaders historiques de la révolution cubaine. Seulement, cette direction a en moyenne plus de 80 ans. Il est clair qu'au cours de la prochaine décennie, le gouvernement du pays sera entièrement entre les mains de la deuxième ou troisième génération née après la révolution. Et si ce leadership historique est un facteur de discipline et d'unité entre les différentes tendances de l'État qui se disputent l'orientation stratégique du
modèle cubain. La question de savoir laquelle de ces tendances prendra la tête est l'une des inconnues de la politique cubaine. La Chine et la Russie auraient de bonnes raisons d'attendre et voir ce qui se passe avant de s'engager davantage dans un pays qui pourrait avoir complètement changé dans 5 ans. Et d'où, je pense, encore une fois, les espoirs de changement générationnel et donc de changement politique de la part des exilés qu'on a vu tout à l'heure dans le truc d'Arte, quoi. Malgré tous ces facteurs qui vont à l'encontre de l'optimisme géopolitique de celles et ceux qui, à gauche, espèrent que la Russie ou la Chine interviendront pour sauver Cuba, il y a au moins une raison forte, au-delà des déclarations et des discours, qui pourrait contraindre la Russie et la Chine à passer des paroles aux actes. Cuba n'est pas le Venezuela de Maduro que les États-Unis et leurs alliés ont réussi à transformer en un État paria et, dans un sens, en un État discrédité. Cuba est un pays symboliquement important, politiquement fiable et diplomatiquement très respecté. Et ça, c'est vrai que c'est un truc important. Quand on parlait de la stabilité tout à l'heure, c'est aussi que Cuba, ils sont têtus, mais au moins ils parlent d'une même voix. Et ils vont pas dire un truc et faire l'inverse derrière, quoi. Quel message les BRICS enverraient-ils au sujet de cette multipolarité naissante tant vantée s'ils permettaient aux États-Unis de dévorer Cuba? Pourquoi un autre pays qui a bien plus à perdre que Cuba miserait-il sur les BRICS et s'exposerait-il à la colère des États-Unis s'il devient évident que dès que les choses se gâtent, les BRICS les laissent à découvert? Donc les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. C'est un peu les nations émergentes qui historiquement, sauf pour la Russie, appartenaient plutôt au Sud global et qui ont émergé comme des puissances économiques de plus en plus incontournables. Mais bon, c'est plus un petit club de gens qui ont leur poussée de croissance en même temps plutôt qu'un club uni politiquement, quoi. Cuba n'est peut-être pas l'actif le plus convoité au monde, mais la menace qui pèse sur elle constitue clairement un test de crédibilité pour les BRICS. C'est faible. C'est un peu faible. Encore une fois, les BRICS, c'est juste un club de gens qui ont eu leur poussée de croissance en même temps. C'est pas... Je me méfie un petit peu de cet argument sur les BRICS. Oui, les pays en voie de développement, les trucs comme ça. La relation bilatérale entre Cuba et les États-Unis est très sensible à l'orientation idéologique des gouvernements latino-américains. Lorsqu'elle fut confrontée à une forte vague progressiste sur le continent, l'agressivité des États-Unis a cédé. Donc à l'époque où il y avait plein de gouvernements de gauche en Amérique latine, les États-Unis étaient en mode ok, d'accord, très bien, on se calme sur Cuba. N'oublions pas que le changement partiel politique de l'administration Obama à l'écart de Cuba a eu lieu dans un contexte où un certain nombre de gouvernements de gauche ont fait pression sur Washington au sein de l'Organisation des États américains pour qu'elle abandonne ses anciennes approches à l'égard de l'île. A l'inverse, lorsque des gouvernements de droite dirigent la plupart des pays de la région, l'hostilité grandit. Ce fut le cas lors du premier mandat de Trump. Et d'où l'importance du régionalisme latino-américain. Je vous bassine avec ça parce que c'est ce que j'ai étudié quand j'étais en Argentine, mais le régionalisme latino-américain est véritablement un contre-pouvoir à l'hégémonie états-unienne. Et c'est pour ça que, encore une fois, la politique états-unienne a toujours été d'empêcher ce régionalisme d'émerger, de se mettre en place et de concurrencer, on va dire, les velléités impériales états-uniennes, quoi. Aujourd'hui, cependant, nous sommes confrontés à un scénario mixte, bien qu'avec une tendance dominante orientée vers l'extrême droite, selon lequel il ne semble pas que l'existence de gouvernements progressistes au Venezuela, au Mexique, au Brésil, en Colombie, en Uruguay et au Chili, sous le mandat de Boric, du coup plus au Chili, vu que c'est plus Boric qui est le président, se soit traduite par une plus grande sécurité diplomatique pour Cuba, ni qu'aucun d'entre eux soit, le moment venu, en mesure d'apporter à Cuba une aide substantielle. C'est ça, c'est que là, il y a quelques gouvernements de gauche en Amérique latine, mais ça pèse pas bien fort dans la balance en faveur de Cuba. Il leur faut un bloc genre Union Européenne à l'Amérique latine. Oui, et c'est pour ça que le Mercosur, pendant un moment, a été l'idée de ce véhicule-là. Mais comme l'Union Européenne a une unité politique de fait dans sa doctrine économique, la grosse question qui a fracturé la construction du régionalisme latino-américain, c'est justement les changements de gouvernement dans les différents pays et le fait que du coup, on ne pouvait pas s'accorder sur une doctrine économique commune entre le Mercosur et la coopération économique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et sans parler de l'ALBA, l'Alliance bolivarienne. Oui, communauté d'États latino-américains et des Caraïbes, c'est ça. Donc jusqu'au 3 janvier, le Venezuela était le principal allié de Cuba. Le gouvernement vénézuélien qui a émergé de l'enlèvement du président Nicolás Maduro maintient une attitude de solidarité rhétorique, se félicitant des liens d'amitié entre le Venezuela et Cuba, mais dans la pratique, il ne fait rien, ni à l'égard de Cuba, ni à l'égard du Venezuela lui-même, qui diffère de ce que Washington lui ordonne de faire. Oui, globalement, le gouvernement, globalement, ils sont un peu... Ouais, super, bravo Cuba, on est super potes, de loin. Me fais pas de câlin, s'il te plaît. À toute fin utile, le Venezuela est devenu un État vassal des États-Unis sur lequel Cuba ne peut plus compter pour quoi que ce soit. C'est une cruelle ironie de voir comment les choses se sont inversées. En 2015, le gouvernement cubain, en pleine lune de miel avec Obama, a fait une pause pour condamner dans les termes les plus forts la politique de la carotte et du bâton. À l'époque, la carotte était pour Cuba et le bâton pour le Venezuela. En ce qui concerne la situation actuelle de l'île, la Colombie, l'Uruguay, le Brésil et le Chili de Boric sont restés timides, silencieux ou dans ces derniers cas ont ouvertement donné des coups de poignard dans le dos. Certains de ces dirigeants de gauche considèrent Cuba comme une sorte de parent éloigné, aujourd'hui âgé, malade et franchement encombrant, dont ils s'occupent encore un peu, mais qu'ils seraient tous soulagés de voir disparaître. Ouais, ça, c'est le papy que t'as hâte qu'il soit dans la tombe, comme ça coûtera moins cher, quoi. Et en fait, c'est un petit peu ça, Cuba, parce que on parlait tout à l'heure dans l'article de l'intransigeance cubaine sur son anticapitalisme, et je pense qu'il y a un côté un peu obsolète dans tout ça. Tu vois, il y a un côté où les autres pays d'Amérique latine, bien que de gauche, sont en mode oui, bon, allez,
les vieilles lubies de Papy Cuba, là, bon, ça, c'est en train de le mener à sa perte, tu vois. Alors, c'est vraiment le Papy Cuba anti-vax qui veut absolument continuer de voir le rebouteux alors qu'il a un cancer en phase terminale, quoi. Et donc, je pense que, ouais, c'est un peu ça participe aussi à l'isolement de Cuba, quoi. C'est que aussi, même idéologiquement, on n'a plus envie d'y croire, quoi. Même la gauche latino-américaine n'a plus envie d'y croire. Ils se sentent plombés par l'utilisation de Cuba comme un boulet toxique qu'ils doivent traîner dans les guerres culturelles lancées par les droites latino-américaines et par l'activisme haineux et véhément contre Cuba déployé non sans efficacité par la droite de la diaspora cubaine. Oui, il rappelle que dans l'élection au Chili, l'utilisation des diasporas vénézuéliennes comme un repoussoir et comme l'ennemi de l'extérieur, comme l'étranger qui vient voler notre travail et amener de la drogue au Chili, etc., a été l'argument majeur de la droite. Et à chaque fois, bah, si tu veux décrédibiliser la gauche latino-américaine, tu dis oui, vous êtes amis avec Cuba, alors que Cuba, on sait tous que. Et puis voilà, c'est fini, quoi. En vrai, dans une économie capitaliste mondialisée sans le bloc socialiste, je trouve ça fou qu'ils aient tenu jusqu'ici. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Kamomi. Genre, en vrai, moi, je suis un peu en mode, franchement, félicitations pour les travaux, tu peux te reposer. Mais franchement, j'aurais pas parié sur toi, quoi. Peut-être ne comprennent-ils même pas plus que d'autres forces de la gauche latino-américaine, que la chute de Cuba aurait des conséquences catastrophiques, même pour le progressisme le plus tiède. Et c'est un petit peu l'argument de l'article de dire, bah, en vrai, oui, Cuba, ok, d'accord, c'est votre boulet, mais en vrai, c'est aussi un des derniers remparts et un des garants de l'intransigeance vis-à-vis de l'hégémonie états-unienne, quoi. Avec sa simple existence en tant que projet socialiste révolutionnaire, qui, du moins sur le plan rhétorique, n'a même pas renoncé à l'horizon communiste, et avec son entêtement en matière de justice sociale et de souveraineté, surtout sur la médecine, le tiers de pub qui s'offre rien que sur le fait d'envoyer des médecins partout, etc., notamment au moment du Covid et tout, enfin, quand même. Cuba maintient ouverte une brèche dans l'ordre symbolique, l'imaginaire et la bataille des idées à l'échelle géopolitique, empêchant ainsi une clôture totale de ces champs. Et c'est aussi un truc qu'on dit souvent dans le militantisme à gauche, tu vois. Mais c'est qu'il y a un truc qui est aussi important que la bataille des idées, que la bataille stratégique, que la bataille électorale, pardon, c'est aussi la bataille des imaginaires. C'est-à-dire que toujours avoir un horizon de rêve. Et ok, bon, Cuba, les 3 heures d'électricité par jour dans la ruralité et 3 heures sans électricité à la Havane, bon, ça fait pas non plus rêver à fond, mais il y a quand même une idée de... Bah, ce qu'on vient de dire, tu vois, dans le chat, c'est putain, quand même, ils ont résisté tout ce temps, quoi. Ça veut dire que c'est possible. Et genre, il y a ce truc-là, cette possibilité d'un rêve que t'as pas avec aucun autre pays. Je veux dire, bon, la Corée du Nord, c'est pas particulièrement une espérance ou un rêve pour qui que ce soit, tu vois. Alors que Cuba, ça fait encore rêver, quand même. Si cette brèche venait à disparaître, la gauche, qui se présente aujourd'hui comme modérée, mais que l'extrême droite accuse sans vergogne d'être communiste, autoritaire, voire totalitaire, sera la nouvelle digue à abattre. Ses partisans apparaîtront comme les nouveaux radicaux qu'il s'agira de pousser vers le domaine de l'inacceptable, où Cuba aura été auparavant relégué, avec la complicité d'autres prétendus dirigeants de gauche, comme l'imposteur Boric. Il est vraiment pas Boric, lui. La droite comprend bien mieux que la gauche latino-américaine la place de Cuba dans la bataille culturelle qu'elle mène contre l'ensemble des gauches. Ces dernières s'y intéressent-elles d'ailleurs. Et ça fait un petit peu aussi partie de la critique qu'on a envers la façon dont la gauche traditionnelle gère les batailles culturelles, c'est-à-dire en faisant le dos rond et en cédant aux attaques, plutôt qu'en tenant bon, quoi. En tout état de cause, de tous les pays susmentionnés, seul le Brésil est un grand producteur de pétrole qui pourrait participer au soulagement énergétique de Cuba. Pourtant, le silence de Lula sur les événements de janvier dans les Caraïbes a été moins une surprise qu'un signal, pour ne pas dire une déception de plus. Oui, bon, bah Lula, hein. Pour ne pas dire une déception de plus. On pourrait supposer que le Brésil devrait également se préoccuper de l'épreuve de crédibilité à laquelle les BRICS sont aujourd'hui confrontés. Mais en fait, tout ça n'a plus aucun sens. Tout ça n'a plus aucun sens. Les BRICS, la crédibilité, le truc, ce n'est plus une monnaie d'échange qui a cours en relations internationales aujourd'hui. La confiance, la stabilité, la crédibilité. Tout ça, ça dépendait d'un moment où on avait une illusion d'une diplomatie qui, on va dire, respectait encore certains salam alek pour rester dans le cadre de la bonne société internationale. Oui, je suis d'accord avec toi, Kamomi. Genre, je pense que là, dans l'article, il est un peu délu sur les BRICS et sur aussi l'importance de la symbolique et de la diplomatie aujourd'hui. Bon... Encore une fois, les BRICS, c'est des gens qui se sont retrouvés au même endroit, au même moment, mais pas du tout une union politique, quoi. Le seul pays qui a manifesté à un certain moment une volonté claire d'aider Cuba est le Mexique. Presidenta Claudia Sheinbaum, merci beaucoup. La présidente Claudia Sheinbaum a fermement défendu la relation souveraine du Mexique avec l'île. Elle a même proposé une médiation entre la Havane et Washington. Cela dit, le Mexique résistera-t-il aux menaces de Trump concernant les livraisons de carburant mexicain à Cuba? Donc voilà, il reste le Mexique. En vrai, le Mexique plutôt stylé, c'est un petit peu le moment de respiration
coopération, on va dire, de Cuba avec les différentes... alors, il y a des flottilles humanitaires qui ont été lancées depuis le Mexique. Il y a aussi des grands bateaux qui ont été affrétés officiellement par le Mexique, etc. Donc, le couloir humanitaire passe clairement par le Mexique. Mais après, la question, c'est que le Mexique, Trump le tient un peu aussi par les couilles avec les cartels les cartels bien armés par les États-Unis, etc. Bon, Claudia Sheinbaum, elle se trouve dans une situation un peu délicate. Elle est sur un siège éjectable aussi, quoi. On a beaucoup commenté les tentatives de déstabilisation états-unienne au Mexique, mais ça a continué encore récemment, encore une fois, sur l'opération conjointe entre le Mexique et les États-Unis pour décapiter un nouveau cartel qui s'est transformé dans une opération massive de vengeance sur la population aux alentours, quoi. Donc bon, et ça, c'est ce qui est de nature à créer encore plus de divisions et encore plus de ferments de défiance vis-à-vis de la politique centrale de Sheinbaum, quoi. La vérité est qu'aussi sincère et étroite l'amitié entre les deux pays puisse être, il est impossible pour le gouvernement de Sheinbaum d'exposer le Mexique aux dommages économiques considérables que les États-Unis pourraient lui infliger s'il tente de sauver Cuba. Il convient toutefois de noter que le Mexique dispose d'une grande marge de négociation avec les États-Unis, marge qui est refusée à beaucoup d'autres pays. Donc bon, le Mexique, les États-Unis tiennent un peu par les couilles, ils ont un peu une marge de manœuvre, mais faut pas déconner. En attendant, il est désormais avéré que les Cubains sont une fois de plus livrés à eux-mêmes. La solitude de Cuba n'est pas le résultat d'un isolement volontaire ou d'un romantisme politique anachronique, mais plutôt le corollaire, c'est ce que dirait la Chine pour le coup. La Chine, elle dirait, vous êtes tout seul parce que vous voulez pas changer, hein, mais bon. Mais plutôt le corollaire logique d'un monde qui prétend évoluer vers la multipolarité, mais n'ose toujours pas en assumer les coûts. En fait, pour moi, cette analyse, elle a 10 ans de retard. La multipolarité, les BRICS, ça c'est un truc, même moi quand j'étais en master de relations internationales, je regardais mon prof, je regardais mon président de le directeur de mon master et j'étais en mode ah papy, t'es vieux, tu dates des années 90 toi. Là on est dans le retour de l'ère de l'impérialisme triomphant, des déclarations de guerre qui n'ont même plus besoin de vote à l'Assemblée ni quoi que ce soit. On est à l'ère de la fin des faux semblants en fait. Genre oui, on dirait les cours du lycée un peu, genre c'est mignon et c'est bien de se donner un petit peu une occasion de dire il y a peut-être un truc sur lequel on pourrait faire pression quand même, la multipolarité quand même, ça vous importe, c'est important, peut-être que vous pourriez agir, etc. Mais bon, c'est fini tout ça. Pour les États-Unis, cette solitude est le signe de l'épuisement de Cuba. Oui, c'est le signe que la bête est épuisée et qu'on peut taper, quoi. Ses adversaires stratégiques la tolèrent comme un problème étranger ou secondaire. Une grande partie de la gauche latino-américaine, en fait, toutes celles qui possèdent un certain point politique, considèrent Cuba avec embarras, comme si le problème était Cuba elle-même et non l'agression qui a rendu Cuba si différente de ce qu'elle aurait pu être dans des circonstances géopolitiques moins hostiles. Ça, c'est vrai. Mais bon, on peut pas réécrire l'histoire non plus, quoi. Pourtant, l'enjeu dépasse largement le cadre de Cuba. Si un pays doté du capital symbolique, diplomatique et politique de Cuba peut être amené, il n'y a plus de ça n'existe plus. Les capitaux sont des billets de banque qu'on a cramés et qui sont partis en fumée. Cette valeur a disparu. Un pays doté du capital symbolique, diplomatique et politique de Cuba peut être amené au bord de l'effondrement sans que personne ne soit prêt à prendre le risque de l'aider de manière décisive. Alors la promesse d'un ordre international alternatif est sérieusement compromise et ne fait que confirmer ce qui est de plus en plus évident, à savoir que dans un monde dominé par des empires décadents, structurellement condamnés par leur propre corruption politique et morale, que ce soit les États-Unis et la Russie post-soviétique, ou des empires émergents qui ne sont pas plus nobles ou sages, la Chine, un tel ordre international alternatif n'est rien d'autre qu'une plaisanterie cruelle. L'isolement et la solitude de Cuba ne sont pas seulement une tragédie nationale, c'est un instantané inconfortable, un de plus après ce que nous avons déjà été témoins à Gaza, du monde à venir, un monde qui est déjà là et qui n'offre aucune voie de sortie. C'est désespérant un peu. Mais c'est un peu la situation de Cuba, malheureusement. Même si, encore une fois, je partage pas trop l'idéalisme ou le copium de cet article, enfin de l'auteur de cet article sur les BRICS, sur l'importance symbolique et diplomatique de Cuba, etc. Même si, encore une fois, je suis un peu d'accord avec l'idée du symbole de Cuba, qu'un autre monde est possible, etc. Voilà, ça reste un peu en horizon avec mes potes gauchistes. À chaque fois, on est là, quand même, Cuba, j'aimerais bien y aller. Mais globalement, Cuba est dans la merde. Et au tel tiers que, encore une fois, hein, c'est mis en place avec le soutien de pas mal d'influenceurs états-uniens. Je pense notamment à Hassan Abi, hein, mais pas que, hein, même de militants états-uniens et tout. C'est mis en place un mouvement de flottille similaire à celle qu'il y a eu pour Gaza en direction de Cuba. Alors, donc à la fois, il y a le gros bateau qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo d'Arte, mais il y a aussi des plus petits bateaux qui visent à acheminer de l'aide humanitaire progressivement, etc. Quoi. C'est statistique qui a traduit intéressant sur PDH. Il disait que Cuba ne pouvait pas se faire renverser militairement par les USA car ils sont armés et préparés depuis plus longtemps que le Venezuela. C'est ça leur intervention sur Maduro. Mais en vrai, c'est vrai, plus en tout court. Militairement, les États-Unis ne peuvent pas renverser Cuba. Mais parce que militairement, les États-Unis ne peuvent pas renverser l'Iran. Et militairement, les États-Unis n'ont pas pu renverser le Venezuela. C'est pour ça que les États-Unis parient sur une asphyxie totale de la population. C'est la tentative, voilà, le truc de comment tu fais plier un pays. Bon, militairement, les États-Unis, ils sont bons qu'à s'enliser partout où ils vont. Et du coup, l'autre option, c'est on les laisse s'affamer et on en fait une prison à ciel ouvert, quoi. L'idée d'une conquête militaire a toujours été compliquée pour les États-Unis et c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Ils se sont fait arrêter comme des bleus avec leur tentative d'invasion par une milice de Cuba en exil. Mais par contre, s'ils peuvent y arriver, c'est sur le plan
a causé l'effondrement en fait de la société cubaine. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de transformer Cuba en un bidonville à ciel ouvert qui, à défaut d'être annexé par les États-Unis ou par la puissance états-unienne, sera définitivement un repoussoir auquel plus personne ne croira, quoi. Oui, faire un siège. Oui, d'en faire Haïti, quoi, c'est ça. C'est plus le pari haïtien que le pari vénézuélien. Les transformer en contre-exemple et les affamer à un tel point que les vieux mourront. C'est ce qui était souligné dans l'article et qui était assez juste pour le coup. C'est que la vieille génération va mourir. Là, elle va être remplacée au pouvoir par la deuxième, troisième génération qui est née après la révolution cubaine. Et que les jeunes, par épuisement, par pragmatisme aussi, acceptent d'ouvrir les portes de l'île, quoi. Sur Twitter, il y avait des vidéos de révolte de la fin de la Havane, mais je sais pas à quel point ces révoltes ont de l'importance dans la population. C'était compliqué, c'était comme la question iranienne, tu vois. Dans un pays où le dissensus politique est très encadré et très réprimé, ce genre de révolte peut mener à encore plus de terreur dans la population et plus d'autocensure. Donc c'est assez compliqué de se baser uniquement... L'idéal du regime change, du changement de régime, parce que la population va se soulever spontanément, etc. C'est un truc qui, quand même, de ces dernières années, n'a pas du tout fonctionné, quoi. Dans ces 20-30 dernières années, ça a toujours été un échec. Donc ça suffira pas. Et ça peut même renforcer l'emprise autoritaire. Et ça peut même encourager encore plus les gouvernements à s'enfoncer dans l'autoritarisme vis-à-vis de leur population. Donc c'est un truc à double tranchant, IMO. Mais voilà pour ce qui est de la situation à Cuba. J'espère que c'était pas trop long. Mais en tout cas, voilà, essayez de vous brancher là-dessus, sur les efforts humanitaires qui sont faits. Alors c'est beaucoup, encore une fois, c'est beaucoup des efforts humanitaires propres au continent américain. Vous n'allez pas envoyer une flottille depuis Paris ou je sais pas quoi. Il y a notamment Emma Fourreau, pour parler de Français qui sont allés. Il y a Emma Fourreau qui s'est rendue sur place à Cuba, notamment pour cet effort de solidarité internationale. Donc voilà, il commence à y avoir un petit peu ce genre de lien-là, mais Cuba ne survivra que grâce à la solidarité internationale à ce stade, quoi. Donc voilà, et des Cuba.